Mon invité du jour a une très grande expérience dans le monde de l'entrepreneuriat et de la finance. Et aujourd'hui, dans les sujets qu'on va aborder, il va amener des perspectives complètement différentes de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis très heureux, dans cet épisode, dans le flow, d'accueillir Jean-Marc d'Absolute Consulting, qui est un serial entrepreneur, qui a une très grande expérience dont on va parler, qui, comme moi, est de Martinique et qui a énormément voyagé dans différents pays, notamment l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis. Aujourd'hui, il vit en Espagne et justement, je l'ai invité dans le podcast parce que j'aime beaucoup ce qu'il partage, notamment sur les réseaux. Et on va aborder pas mal de sujets, notamment le sujet de la chance, de comment l'environnement peut nous créer des opportunités. On va parler aussi entrepreneuriat, son expérience, sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision aussi de l'investissement, de l'argent, sa vision aussi de comment développer une entreprise. On aborde également le marketing, le digital marketing, parce que lui, il a été là dès le début dans ce domaine. Et surtout, vous allez voir qu'il y a, je sais aujourd'hui, pas mal de personnes qui parlent de ces sujets. Et lui, ce que j'aime, c'est qu'il a une vision complètement différente, beaucoup plus humaniste, beaucoup plus aussi sur le long terme, beaucoup plus familial. On aborde aussi l'équilibre pro-perso, pas mal de ces sujets parce que je trouve que c'est une personnalité justement que je trouve atypique dans ce paysage entrepreneurial, mais surtout qui a des valeurs que je partage, mais beaucoup plus d'expérience que j'en ai aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est là, pour amener cette expérience et vous amener aussi de nouvelles perspectives pour vous aider, vous qui nous écoutez, à vous développer sur le plan personnel, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur la vision aussi des choses. Donc je vous invite à profiter au maximum de l'épisode, et puis bien entendu, comme d'habitude, si ça vous plaît, pensez à laisser des petites étoiles, pensez à partager, ça m'encourage à avoir des invités comme ça. Les personnes que j'accueille sur le podcast sont toujours des personnes que je trouve et que j'estime ont des choses intéressantes à raconter, et c'est toujours pour ça et dans mon intention que j'ai envie que vous puissiez aussi bénéficier de ce réseau que j'ai, mais aussi les mettre en lumière parce qu'ils le méritent et que ce message mérite d'être diffusé, et c'est aussi grâce à vous. Plus vous contribuez aux petites étoiles sur les plateformes, au partage, plus ça permet de pouvoir diffuser ce message. Allez, j'arrête de parler et je vais commencer l'épisode avec Jean-Marc. Donc profitez au maximum des pépites, des conseils, et dans les notes du podcast, vous pouvez retrouver les liens et les mentions qu'on donne. Et puis surtout, j'ai envie de dire, je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Hello Jean-Marc, je suis très heureux de te retrouver dans le podcast, de te prêter aussi ce micro, parce que tu es un personnage que j'admire beaucoup et qui a un magnifique parcours, une belle expérience, et j'ai envie aujourd'hui que tu partages avec ceux qui nous écoutent. Alors déjà, je sais que notre plus gros point commun est un point commun géographique. Nous venons tous les deux d'une petite île perdue dans l'archipel des Antilles, appelée la Martinique. Qu'est-ce qui fait que justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là où tu es aujourd'hui? Notamment, je sais que tu es principalement en Espagne, mais qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en Espagne en venant de Martinique? Et je sais que ça Waouh, tes parcours. waouh, c'est une longue histoire. On va essayer de faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, voilà, tout a commencé à l'époque où je donnais des cours dans une école de commerce. Donc, je vais laisser passer tout le parcours académique qu'on suppose déjà. Et je donnais des cours dans une école de commerce et en plus, j'étais chargé de mission et je cherchais un stage pour mes étudiants de commerce international. Et je suis tombé sur une entreprise espagnole, une entreprise française basée à Madrid, en fait. Et ils m'ont demandé si j'étais intéressé par un poste de directeur de marketing. J'ai accepté. J'ai parlé avec ma mère, elle m'a dit, tu pars. Et Donc, tu as pris l'avion, c'était en vol direct? ouais, c'est un vol direct. Non, je suis arrivé à Orly, je crois, et le même jour, je suis parti pour Madrid. Ok. Et j'ai pris mes fonctions 3 jours après. Et tout a commencé là, et c'était en 97. C'était en 1997. D'accord. Et puis voilà, ensuite je suis allé m'installer à Alicante au bout d'un an. Et après Alicante, je suis allé 1 an en Allemagne. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon ex-femme et ensuite on est retourné, pas à Alicante, pas à Madrid, mais à Malaga. Et on a vécu 10 ans à Malaga et ensuite je suis retourné en Allemagne jusqu'en 2014. De 2014 à 2017, j'étais 1 semaine en Allemagne, 1 semaine en Espagne, 1 semaine. Et en 2017, j'ai décidé de m'installer, je me suis marié.
Et depuis, je suis installé à Madrid depuis 2017. Mais j'ai encore des intérêts en Allemagne. J'ai des clients en Allemagne. D'accord. Voilà. Et ce qui m'a impressionné la première fois qu'on a échangé, parce qu'on avait eu un échange tous les 2, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit, qu'il y a beaucoup d'opportunités qui t'ont été données sans que forcément tu les cherches. Tu parlais de et j'aime bien cette philosophie, un peu, c'est un peu la sérendipité, c'est-à-dire que ça t'arrive comme ça, mais toi tu saisis les opportunités et j'aime beaucoup ça parce que quand on part de Martinique, qu'on va déjà en Espagne, en plus on change de langue, et qu'on va en plus après en Allemagne, qu'on revient en Espagne, donc je pense que tu es passé aussi par la France. Donc, comment est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait justement que, ça peut c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Quand, les opportunités, elles viennent, comment c'est arrivé? Et puis, comment tu vois Donc, les choses? en fait, les opportunités, elles viennent et il faut les saisir, hein. Je pense toujours, justement, au moment où tu n'as aucun attachement, aucune attache. On dit aucune attache. Quand tu n'as aucune attache, c'est le moment d'expérimenter. C'est le moment d'essayer de prendre de l'expérience, de saisir ce train qui part. Tu ne sais pas où il va, mais apparemment, il ne va pas. Il va loin, mais la destination, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. C'est le moment d'essayer. Oui, La langue. Je parlais déjà l'espagnol depuis longtemps et j'étais tout le temps au Venezuela. Je passais ma vie au Venezuela. Donc, de toute façon, j'étais prêt. Et j'ai découvert après que l'espagnol d'Amérique latine n'a rien à voir avec l'espagnol d'Espagne. C'est deux langues différentes. Euh, c'est une espèce de... Quand tu arrives à Madrid, tu as un reboot. Tu dois faire un formatage et tu dois apprendre à nouveau la langue. Et en ce qui concerne les opportunités, oui, c'est ça. J'ai eu de la chance. Je parle souvent de la chance dans tout ce que j'écris. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Je dis, je ne suis pas vraiment pour cette espèce de pyramide du succès où l'on dit, alors, il faut travailler beaucoup, il faut faire ça, il faut dormir. Ben, non, non, non. Et quelquefois, c'est une question de chance. Tu étais là, quelque chose passe, on te voit, tu es la seule personne. Et voilà, ça m'est arrivé même au tennis. Une fois, on m'a choisi pour un tournoi et j'étais le 4e sur la liste. Et le premier était malade, le deuxième avait la varicelle, etc., etc. Et je me suis retrouvé en représentant mon club. C'est de la chance, en fait. oui. Et j'ai gagné le tournoi. Mais c'est de la chance. Je l'aurais gagné si les autres... Non, en fait, c'est juste une question de chance. Je ne dédaigne pas toute la partie effort, hein. Il y a quand même une partie d'effort. On doit travailler pour cette chance. Mais en tout cas, il faut saisir les opportunités parce que les opportunités sont justement ces moments de chance. Oui, et puis en plus, la chance, tu l'as saisie et tu assures derrière parce que tu es pris, mais tu aurais très mal pu être pris et faire un tournoi pourri. Tu es pris et tu Exact. gagnes. Tu es Exact. pris dans des postes à l'étranger et finalement, tu assures, tu travailles, mais tu as quand même ce truc de la chance, pardon, tu l'as saisie. Et en plus, ce que j'aime avec ton état d'esprit, c'est ça casse un peu ce truc de dans le succès que, voilà, comme tu dis, l'effort ou faut provoquer sa chance, certes, Oui. mais il y a beaucoup qui disent on ne réussit que par soi-même, on peut compter que sur soi. Et moi, Impossible. j'aime ce côté où tu dis que, il y a des fois aussi, on t'a ouvert des opportunités. Donc grâce aussi à d'autres personnes qui t'ont, fait confiance, Tout tu à as pu fait. avoir des portes ouvertes. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la première, justement, cette femme française qui m'a offert cette chance, elle est au début de tout mon parcours, on est d'accord. Euh, c'est de l'entreprise à Madrid qui a disparu ensuite. Mais justement, je voulais te parler d'une personne très importante pour moi. J'ai travaillé pendant 1 an dans un cabinet de consultants qui s'appelait El Instituto de Práctica Empresarial. C'est une espèce de cabinet de consultants, école de commerce et formation pour les dirigeants de la banque et de l'immobilier. Euh, Mon mentor, c'était le PDG, c'était le directeur général. Il est à la retraite en ce moment et il m'a donné euh, carte blanche pour développer tout ce que je voulais. Et surtout, il m'a donné cet état d'esprit selon lequel euh, on ne peut pas entreprendre sans responsabilité. On ne peut pas entreprendre sans être humain. D'ailleurs,
il a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Humanismo y Negocios, qui est la fondation Humanisme et Business. Et justement, je pense que dans toutes mes conversations sur Trade, tu vois que justement, je suis contre cette espèce d'idée de l'entrepreneur à succès qui écrase tout le monde, etc., etc. Non. Et c'est justement ça. Ce que je veux divulguer, ce que je veux justement communiquer et transmettre, c'est cette idée de l'entrepreneuriat responsable et social. On peut faire du fric avec. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas capable de faire du fric en étant bonne personne, ça veut dire que le fric, c'est une mauvaise chose. Le fric, l'argent, il te permet, il révèle qui tu es. Et voilà. Et c'est justement ce que je voulais dire. Et ensuite, bien sûr, après l'Allemagne, si je dois te raconter pourquoi je suis arrivé en Allemagne, à part le fait que j'ai rencontré une Allemande, tout a commencé et to make a long story short, pour faire très court, en 82, j'avais 12 ans. Cette demi-finale France contre Allemagne, où la France a perdu contre l'Allemagne et le gardien de but, qui était un certain Harald Schumacher, a éclaté le visage de Patrick Battiston. Oui, le grand scandale, oui. Ouais, le grand scandale. Et je me souviens que ma mère et mon père ne s'entendaient pas très bien. Et mon père a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, si je sais un jour que tu es avec une Allemande, je ne te parle plus. Et ma mère, sa réponse a été, bien, en septembre, tu commences l'allemand. J'avais 12 ans. Donc, tout ça a fait en sorte que, justement, j'ai intégré l'allemand dans mes langues et j'ai rencontré mon ex-femme. Et voilà. Et donc, ça m'a permis de connaître, d'avoir une entrée sur le marché allemand. Donc, voilà, c'est l'histoire. C'est bien. Ouais. Non, mais comme quoi, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des fois des voies ou des choses qui se passent et puis on se dit: «Mais en fait, ça se fera jamais là» et puis soit comme, ça crée parfois on dit: «C'est pas là que tu dois aller» et l'enfant, plus on lui dit: «C'est pas là que tu dois aller», plus c'est là qu'il va aller. Exact. Ou alors c'est, «Non, c'est pas pour moi» et puis finalement on va s'y retrouver. Exact, exact. Et pour ajouter un petit point, justement, mon parcours dans la banque a été très intéressant parce que justement, une, euh, un gestionnaire de patrimoine, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, Oui. oui, un gestionnaire de patrimoine très, très important en Allemagne, avait besoin de quelqu'un pour l'aider à développer en ligne le business de son software de courtage en ligne, etc., etc. Et il a découvert que pour entrer dans certains pays, il avait besoin d'une licence bancaire. Et comme il n'y avait personne pour le faire, il m'a chargé de trouver des solutions. Donc, j'ai dû trouver un cabinet d'avocats, etc., etc. Donc, finalement, je me suis retrouvé à aider à convertir un gestionnaire de patrimoine en banque. Donc, tu vois, tout ça, c'est pour ces opportunités-là et ces moments de chance qui ont fait que tout est allé très vite et j'ai réussi à avoir de l'expérience dans plusieurs domaines. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, tes principales activités, parce que j'ai quand même plusieurs casquettes, c'est quoi principalement? Parce que justement, on va parler j'ai envie que tu puisses profiter de cette expérience partagée pour ceux qui nous écoutent, des petits conseils, que ça soit sur l'argent, l'entrepreneuriat et puis le sujet phare qui est le temps, même si on va aller assez vite dessus. Mais justement, aujourd'hui, c'est quoi tes activités principales après tout ce parcours? Ouais, donc je suis finalement consultant 360. Je veux dire que j'essaie d'aider les entreprises, surtout les entreprises familiales, parce que justement, mon mentor dont je t'ai parlé était spécialisé dans les entreprises familiales andalouses. Et donc, on a eu comme client beaucoup d'entreprises qui avaient tous ces problèmes, les problèmes de relève générationnelle, tous les problèmes qu'on découvre dans les entreprises familiales. Plusieurs familles qui vivent d'un revenu d'une entreprise et si le revenu n'est pas là, l'entreprise, la famille même, elle a des problèmes. Donc, Oui. c'était 80% des dossiers. Et on ne parle pas seulement des petits business, on parle des business à 20 millions, 30 millions, 50 millions de CA.
et avec 50 employés, etc., des générations d'entreprises qui avaient des problèmes, qui rencontraient des problèmes et il fallait les résoudre parce que c'est tout l'écosystème qui disparaît quand une entreprise familiale disparaît. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je fais du 360. On me demande quelque chose, j'entre dans l'entreprise et je résous tout ce qui est possible et je supervise ce que je ne peux pas faire. Donc, je suis une espèce de maître d'orchestre du consulting 360. Je fais beaucoup de digital, bien sûr. Je fais de la finance. Je fais du marketing, beaucoup de marketing. Et je fais de la gestion. Et bien sûr, je fais du développement. La partie développement, oui, je la fais à travers un skill que j'ai ou une formation que j'ai en intelligence économique. Parce que je me suis formé tout ce temps. Je n'ai pas arrêté de me former. Oui, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Tu as pas mal de casquettes, mais en plus, c'est pas juste des petites connaissances comme ça. Tu as une vraie expérience sur la finance. En plus, tu étais dans la banque, donc tu connais bien. Oui. Le marketing, tu as bien poussé les choses. L'intelligence business, tout ça, tu l'as poussé. Donc, Oui. ça te permet de pouvoir voir l'entreprise d'une façon intégrale. Et puis, s'il y a des trucs pointus sur lesquels tu n'as pas les compétences, là, tu vas prendre les personnes. Exactement. Exactement. Et quelquefois, même si j'ai les compétences, c'est mieux pour moi de mettre quelqu'un de nouveau pour ne pas essayer de ne pas perdre mon temps dans les tasks, dans ces tâches qui sont quelquefois répétitives. Oui, bien sûr. Ouais. Et justement, là, aujourd'hui, pour toi, de ce qu'on t'as donné un mot magique et je crois que Centraide, on rigole beaucoup avec ça, ou parfois on rigole moins parce que ça nous saoule, c'est ce fameux marketing digital. Bon Dieu! Bon Dieu! C'est quoi le vrai marketing, surtout digital pour toi, versus ce qu'on n'arrête pas de voir passer en ce moment qui est à la mode? Même moi, j'ai pas suivi à quel moment ça a démarré et j'ai découvert cette mode et j'avoue que comme toi, je suis un peu, on va dire, circonspect. Ouais, ouais. Alors voilà, oui, justement. Tu sais, ma boîte, elle s'appelle Absolute Consulting. Elle s'appelle Absolute Consulting pour une raison, parce que parallèlement à tout ce que j'ai raconté, je donne des cours dans l'université de Malaga. Oui. Et justement, question de chance, quand j'étais dans le cabinet de consultant, l'université est allée chercher dans mon cabinet quelqu'un pour donner une conférence. Et tout a commencé à ce moment-là. Donc, ils ont aimé la conférence que j'ai donnée sur le marketing digital de l'époque. C'est sur le marketing online. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Oui, le online marketing, le web. Exact. Donc, j'ai donné une conférence et ils m'ont dit, voilà, on aime ton profil, on aimerait faire monter un master en marketing. Est-ce que tu peux nous aider? Voilà, même chose que pour la banque. J'ai aidé à monter le premier master en marketing de l'université de Malaga, qui avait 30 ans à l'époque. Là, maintenant, elle a presque 60 ans. Elle a 55 ans. Donc, j'ai monté le master en marketing. Et puis, depuis, je suis lié à l'université de Malaga. Mais le master en marketing, il a disparu il y a 5 ans, 6 ans. Et ils sont passés au MBA. Oui. Donc, bien entendu, MBA, ce MBA, justement, j'essaie de ne pas me sortir du sujet, mais c'est très important. Ce MBA, il est sponsorisé par la chaire d'entreprise familiale du Banco Santander. Donc, tu sais, les entreprises, elles mettent du fric dans la formation pour justement aider à faire en sorte que l'enseignement supérieur soit en adéquation avec le marché. Donc, oui, les besoins du marché. Oui. Exact. Donc, le Banco Santander a créé la chaire d'entreprise familiale et bien entendu, je donne des conférences dans le MBA et dans la... Donc, revenons au marketing digital. J'ai commencé avec le marketing digital et un jour, on m'a demandé à l'université de donner une définition du marketing. Donc, la définition qu'ils ont adoptée, c'est l'ensemble des outils qui feraient que dans l'absolu, les techniques de vente soient inutiles et que le coût d'acquisition du client soit le plus
le minimum possible, Le plus bas possible. le plus bas possible. Et justement, dans toute cette phrase que j'ai donnée, cette définition, il y a le mot absolu. Donc, Absolute Consulting est né de ça, D'accord. absolu. Donc, j'essaie de voir les situations absolues. Tout ce qu'on fait dans l'entreprise, ça a un côté absolu. Je veux dire qu'on veut arriver à un absolu. On essaie de se rapprocher de cet absolu. On ne va pas être les meilleurs en marketing, etc. etc. On essaie de se rapprocher de l'absolu, de l'excellence. Maintenant, ça, c'est le marketing. Le marketing digital, c'est l'online de ce marketing. On ne peut pas parler de marketing digital si on ne peut pas parler de marketing. Donc, j'ai l'impression que justement, les gens qui parlent de marketing digital n'ont ne comprennent rien au marketing. Ils oublient cette partie qui est très importante, qui est le marketing. Donc, ils pensent plus au digital. Et qu'est-ce qui se passe? On a ce dérapage, cette espèce de monstre, même pas un monstre, ça fait peur, ça fait pas peur. On va dire cette marionnette de définition du marketing qu'ils essaient d'implanter qui ne fait pas, qui ne respecte pas les principes même du marketing. Donc, oui, c'est marrant que tu en parles parce que en plus moi j'ai commencé avec aussi en école de commerce des cours sur le marketing, donc j'ai appris le vrai marketing entre guillemets, oui. et je suis arrivé pile quand le digital arrivait. Donc j'étais parmi les premiers, on va dire jeunes de ma génération où ça arrivait et on était dedans et on appliquait ce qu'on apprenait en marketing dans le digital. Et ouais. Première chose que je disais, c'était en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'on change les canaux, peut-être les moyens, les tactiques, mais la stratégie de fond reste les mêmes. Et c'est même arrivé qu'avec des clients que j'accompagnais sur le marketing, que je les emmène dans les rues de Bordeaux pendant des ateliers pour leur dire, tu vois ton marketing que tu fais en ligne, bah, c'est pareil ici. Là, le trafic, c'est les gens qui passent. Exact. Le coup, c'est la vitrine. Exact. On rentre dans le magasin, c'est l'expérience, c'est le tunnel de vente. Tout à fait. Et c'est ça, en fait, quand ils ont été débloqués sur ça, ils ont compris, mais en fait, oui, finalement, le marketing, c'est comme tu as dit, c'est ce qu'on met en place. Si tu fais un bon marketing, qu'il soit en ligne, peu importe, c'est du marketing, la vente, elle est faite, en fait. La vente, c'est, comme on dit, c'est finaliser une intention d'achat, mais si le marketing est bon, la vente, elle se fait naturellement. Exactement, exactement. Et c'est justement l'idée, faire en sorte. Il y a une espèce de correspondance entre le marketing et la création de valeur. La création de valeur, c'est justement ça. Le marketing, c'est créer de la valeur de telle façon que justement la vente soit plus facile. On ne parle pas de valeur de produit, on parle de valeur de l'entreprise parce que finalement, le marketing, c'est marketing pour ton entreprise, en fait, parce que tu veux que ton entreprise perdure. Et elle ne va pas perdurer si elle dépend de toi ou si elle dépend de cette fonction d'investissement perpétuel pour qu'elle puisse continuer d'avoir les clients. Personne ne va acheter une entreprise qui dépend de quelqu'un parce que justement, en achetant l'entreprise, tu enlèves de l'équation la personne qui gère l'entreprise. Donc, si cette personne n'est plus là, l'entreprise ne vaut plus rien. Donc, il faut créer cette valeur pour que l'entreprise marche toute seule et surtout qu'elle dépense le moins possible dans l'acquisition des clients. À ce moment-là, l'entreprise est non seulement rentable, mais très, très attirante pour les gens qui pourraient dans le futur être intéressés par un rachat. Oui, parce qu'en plus, c'est là, comme on le dit aujourd'hui, surtout à notre époque, c'est plus que jamais, ça a toujours été le cas, mais là, c'est encore plus fort. La confiance, le trust, c'est ce qui fait la différence. Exact. Donc, la confiance, la réputation, ce qu'on appelle le branding, c'est l'image. Et on le voit aussi quand, même des entreprises qui ont des marques qui sont pas forcément liées directement au fondateur, on voit quand même que finalement, l'image, la réputation du fondateur va impacter l'entreprise. Et la réputation de l'entreprise va impacter le fondateur. On a vu ça avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Elon Musk et Tesla, par exemple. Tout à fait. Mais comme quoi, en fait, on a beau dire, mais finalement, ça revient à la même chose, c'est la réputation, l'image qu'on donne. Donc, si elle est polarisante, forcément, ça va faire que cette polarité va aller sur la boîte et sur qui ça va toucher. Donc, c'est un vrai sujet, ça. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Oui, oui. Et du coup, je voulais savoir, toi, sur aussi l'aspect plus, pour le coup, on va par le marketing. En plus, c'est un gros sujet, on pourra en parler pendant des heures, mais j'invite ceux qui nous écoutent à aller te suivre sur Threads pour ce que tu partages comme valeur. Mais toi, comment tu vois aussi l'aspect marketing personnel? Je parle plus pour toi, par exemple, en tant que consultant.
J'aime bien ton approche. Je crois qu'on a une approche un peu similaire sur ça. C'est comment toi, et surtout ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup qui sont finalement indépendants, qui ont des métiers où c'est eux qui vendent leurs compétences. Comme toi, tu as tes compétences. Comment, c'est quoi tu fais, toi, mettre en place pour avoir tes clients, justement, en termes de marketing pour toi? Oui, alors là aussi, j'ai de la chance, hein, parce que j'ai beaucoup écrit ces 15 dernières années. Il y a toujours un article quelque part en allemand ou en espagnol qui a ma signature. Oui. Et en plus, je suis propriétaire de 2 revues, des revues business, une sur la banque et une sur le consulting. Et justement, les gens qui écrivent dans mes revues sont des professionnels. Donc, finalement, ils se donnent de la visibilité et ils donnent à ma revue de la visibilité. Et ça me permet aussi d'écrire, donc, une espèce de visibilité, on va dire, solidaire, qui permet de voir un peu, de voir ce que je pense, ma vision et connaître mon expérience. D'ailleurs, un client de l'année dernière, tu sais que j'ai essayé de racheter sa boîte. C'est une marque de montre. Oui, on en avait parlé, oui. Oui, oui, oui. Donc, le client, je l'ai rencontré dans une foire et, on a pris rendez-vous chez lui, dans son bureau. Et la première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé, je t'ai cherché, j'ai cherché et j'ai vu un article. Je suis tombé sur un article que tu as écrit sur la restauration. Et je ne suis pas du tout d'accord, hein. Je suis aussi restaurateur parce qu'en plus, il avait un restaurant, tu vois. Je Oui. suis et je ne suis pas du tout d'accord, mais c'était très important et c'était très intéressant pour moi. Donc, finalement, je, j'aimerais qu'on discute. Et justement, j'aimerais que tu me dises quand est-ce qu'on peut commencer à travailler et quelles sont tes conditions. Ça résume tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire que finalement, si les gens reconnaissent ton know-how, reconnaissent ton autorité parce que tu as écrit, parce que tu es dans des plateformes avec d'autres personnes qui ont une très grande autorité. Je parle par exemple, dans Bancavi, qui est ma revue sur la banque. Il y a des gens experts en, en prévention de blanchiment, par exemple. Tu vois, Oui. donc, dans cet écosystème, les gens, si ces gens-là sont là, ça veut dire que toi aussi, tu as une certaine autorité. Donc, finalement, cette autorité m'a permis, en plus, parallèlement avec ma collaboration avec l'université, ça m'a permis d'arriver à des clients que je ne pourrais pas avoir si je n'avais pas ça. J'aurais pu avoir des low-ticket clients, mais les high-ticket clients, je les ai parce que j'ai une autorité que j'ai forgée avec l'Université de Malaga, parce que j'ai des revues et bien sûr parce que j'ai écrit un livre Oui. sur l'entreprise familiale. Et voilà. Donc, en fait, en gros, ta chance, c'est 15 ans des stratégies éditoriales. Ça me fait rire que tu aies dit de la chance, que comme par hasard, il tombe, mais tu as quand même bossé pendant 15 ans à écrire. Oui, mais toutes ces 15 ans, oui, ces 15 années on doit dire que ces 15 années sont le fruit de rupture matrimoniale, de changement de statut familial, etc., Oui, bien sûr. etc. Donc, finalement, j'ai bossé dans les espaces que la chance m'a donnés. Oui. Voilà. Mais tu as quand même créé, enfin oui, justement, tu as provoqué cette chance. On a un profil similaire, je pense, sur ça, c'est que tu as justement créé aussi des opportunités, on va dire des aimants à opportunités, à force de régularité, de publication. En fait, ça pose une autorité, de la valeur, qui font que les personnes vont te trouver. Et en fait, quand ils vont venir te chercher, ils ont déjà justement vu ton autorité, vu ta valeur Exactement. et Exactement. ton confiance. Oui. Exactement. Et justement, le dernier client que j'ai là en ce moment, que j'ai accepté, c'est une bijouterie qui vend même aux États-Unis. Donc, bien sûr, on s'est rencontrés il y a 1 an. On ne pouvait pas travailler ensemble parce qu'il avait des voyages à faire et il avait cherché mon téléphone, il essayait de me retrouver et on s'est retrouvés et finalement, carte blanche aussi. Donc, c'est des gros clients. Et mes clients, ils ont un cycle de vie de 5-6 ans, Ok. à peu près.
5-6 ans. Donc, il y en a un que j'ai depuis 2013. Ah oui. 12 ans. Ouais. C'est d'ailleurs mon meilleur client, c'est un fabricant de matelas allemand qui est installé aux États-Unis. Ok. Et aujourd'hui, comment, avec toutes ces casquettes et ces activités, tu gères ton temps, ta vie familiale, ton sport éventuellement comment tu arrives à gérer tout ça? Donc, je supervise le plus souvent. Je lis, je n'ai pas autant de travail. Tout fonctionne. Tout est, par exemple, pour mon dernier client qui est une bijouterie, ses employés travaillent pour moi. C'est pour ça que j'ai des clients high ticket, parce que je ne fais pas le travail. Je supervise le travail des employés. Je forme les employés pour faire le boulot dont j'ai besoin. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un employé, je l'emploie moi-même pour l'entreprise. Donc, je cherche souvent des gens qui ont un profil master plus, avec de l'expérience, etc., pour m'aider. Ok. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as, parce que je sais pas, on échange dessus, mais justement, par rapport à ta vie familiale, est-ce que tu t'es mis quand même par exemple, des petites règles, des petites routines sur le sport, sur les sorties, comment tu... J'ai des règles. Ma femme et moi, on forme une équipe. Je veux dire qu'on fait tout ensemble. On emmène les enfants à l'école ensemble. Oui. Après l'école, on va à la gym ensemble et on commence à travailler ensemble. Je veux dire, elle squatte mon bureau en ce moment. Elle squatte toujours mon bureau parce que justement, on a aménagé un bureau à la maison. Donc, justement, on veut travailler à la maison. Elle travaille, elle fait du télétravail, mais elle est salariée. Elle est cadre pharmaceutique et on travaille ensemble. Donc, on travaille dans le même bureau. On est toujours là pour nos enfants. Je vais à la gym. Tout ce qui est ménager et tout ça, on a une employée de maison. Ok. Donc, l'employée de maison, elle nous prépare à manger. Et s'il faut aller chercher les enfants et on a une réunion, elle prend le bus, elle va les chercher. Sinon, nous, on va. Ok. D'accord. Donc, elle est intégrée elle est salariée. Hein. Je veux dire qu'elle fait ici, c'est 37h30. Elle fait ses 37h30 et elle sait exactement ce qu'il faut faire. On ne décide pas de ce qu'il faut faire dans la maison. On lui demande qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui et elle le fait. Donc, il n'y a pas on n'a pas cette charge. On se Ouais, cette concentre. petite charge mentale de travail pour pouvoir vous concentrer sur le travail et puis les enfants. Exactement. Et à partir de 18h, 18h30, on est avec les enfants. Ok, super, c'est un bel équilibre. Oui, tout à fait. Et bien sûr, on est à tous les anniversaires, on va ensemble, on va à toutes les réunions. Et justement, c'est intéressant parce que je ne suis pas une exception. Ici, là où j'habite, dans mon écosystème, tous les parents fonctionnent pareil. On est des couples de parents, les papas et les mamans. Il n'y a pas de papa aide un peu maman. Non, il y a une espèce d'équilibre dans les familles le même que chez nous. Super. Et aujourd'hui, je voulais finir quand même sur ce point intéressant parce que toi, comment tu vois aussi, parce que je sais que ceux qui nous écoutent, il y a quand même ce rapport, on va parler du temps, mais aussi de l'argent. Toi, comment tu vois justement l'argent et l'investissement, vu que tu as travaillé dans ce domaine avec l'entrepreneuriat? Je pense que tu as une vision super intéressante dessus que j'aimerais pouvoir écouter, et que ceux qui nous écoutent aimeraient peut-être avoir, sur toi, comment tu conseillerais aux gens aujourd'hui de justement voir l'argent, l'investissement et l'expansion financière. Parce Donc qu'aussi, voilà. ils vont se dire, hein, pendant cette vie-là, bon, il faut être réaliste, il faut aussi ils ont envie de se développer financièrement de façon saine, mais qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors voilà, je recommande que si on est consultant, dans le domaine que ce soit, et qu'on a la possibilité de faire de l'equity, d'entrer dans le capital de nos clients, si on croit vraiment en ce qu'on fait, ça va nous aider. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, ce que ma femme et moi on a fait avec un de mes clients, qui est un marketplace de chaussures. Je sais que tu suis l'histoire de notre marketplace de chaussures et il fonctionne très, très bien parce qu'on a décidé d'entrer. Donc, ce que j'avais gagné auparavant, j'ai mis une partie dans le capital d'un de mes clients et la croissance, c'est une croissance ensemble. On
on progresse ensemble, on se développe ensemble, donc on est devenu partenaire. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est que tout ce que je gagne, et je suis assez discipliné. J'investis dans l'immobilier et ma femme aussi, parce qu'elle a aussi son salaire, donc elle investit aussi. Donc, on investit à deux, on investit seul et on décide ensemble. Et finalement, ça nous permet d'avoir une certaine tranquillité. Les milliardaires, je parle quelquefois des milliardaires, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir être bien. Avec cette formule qui est entrer dans le capital de mes clients, faire du high ticket, et surtout être responsable, avoir une espèce d'éducation patrimoniale, c'est le stade supérieur à l'éducation financière. L'éducation patrimoniale, finalement, on est protégé. On est protégé. Donc, il n'est plus question de combien on va gagner, parce qu'il se peut que, à travers mon travail, ce qui n'est pas encore arrivé, que je décide, voilà, cette année, je n'ai pas besoin de travailler autant. On est déjà couvert parce que on a des appartements en location, etc., etc. Donc, finalement, l'argent, pour moi, c'est un moyen d'avoir la tranquillité et c'est justement ce qui me permet, par exemple, de choisir mes clients. Et choisir mes clients selon mes principes et mes valeurs, qui sont les valeurs de l'humanisme dont j'ai parlé. Si je vois que l'entreprise, elle ne fait pas son travail de payer de manière juste ses employés, je n'entre pas. Ou c'est une des conditions pour que j'entre, par exemple. D'accord. Donc, ouais, je l'ai fait avec un client qui est une super entreprise en ce moment-là. Elle est dans toute l'Espagne. Quand je suis arrivé, le comptable, il gagnait 18 000 euros par an parce qu'il il avait un master en comptabilité. J'ai dit non. Lui, il doit commencer à 25 000. Et celui qui gagnait 23 000, il devait être à 40 000, etc., etc. Donc, j'ai mis mes conditions pour pouvoir avoir une bonne équipe. Tu ne peux pas travailler sans une bonne équipe. Donc, il a accepté, le directeur général a accepté et l'entreprise, en ce moment, elle va très, 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 très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a retenu le talent et elle n'a pas essayé de compter les centimes sur le dos des employés. Ok, donc c'est vraiment cette histoire de valeur il y a ton activité, mais à côté, tu as développé justement des actifs qui te permettent de te sécuriser et puis tu continues à l'alimenter. Voilà, quand tu as un client et que ça se passe bien, tu peux rentrer dans le capital et du coup, et à Exact. côté, le classique de l'IMO. Et puis je crois que tu fais un peu aussi de bourse pour. Oui, tout à fait. Oui. Je fais un peu de bourse parce que justement, comme je suis aussi expert en intelligence économique, je vois tout ce qui se passe. Et donc, je peux plus ou moins, ça peut être aller un peu plus lentement dans certaines choses. On est d'accord? Mais finalement, c'est des valeurs sûres. Donc, bien entendu, je ne vais pas donner de conseils aux gens. Je vais dire ce que je fais, mais je ne vais pas dire c'est ce qu'il faut faire, tu vois? Oui. Et quand je suis plus ou moins sûr, à des amis, je peux leur dire, investissez sur ça, vous n'allez pas perdre de l'argent. Genre, OK, vous allez gagner, vous n'allez pas perdre. De toute façon, l'important pour moi, c'est que les amis ne perdent pas. Sinon, sinon la relation va être un peu toxique. On fait attention à ça. Donc, tout ça, c'est ce que je suis en ce moment. Et voilà. Ok. Et je voulais finir sur quelque chose, c'est vraiment savoir aussi, toi, pour ceux qui aiment justement cette vision des choses, où est-ce qu'on peut te suivre, est-ce que tu as une actualité en ce moment? Parce que je sais que tu partages aussi beaucoup de contenu, mais aussi pour apporter cette vision. Donc, où tu es le plus actif? Là, en ce moment, je suis le plus actif dans Trade, mais aussi, j'ai plusieurs portails, j'ai plusieurs plateformes qui ne sont pas toujours professionnelles, que je les ignore un peu. J'ai une qui s'appelle Europedia, où je parle de l'Europe, Oui. et à côté de Assessoravia, qui est pour les consultants, Bancavia, qui est pour la banque, .s, toujours, parce que je suis basé en Espagne. Oui. Donc, petit à petit, je me concentre sur un canal qui est Trade, juste pour la divulgation.
je ne l'utilise plus pour essayer d'avoir des clients. Oui. J'utilise pour transmettre ma vision. Et voilà. Donc, et bien sûr, j'ai d'autres. Je suis en train de créer un pour le luxe. Pourquoi? Parce que je commence à avoir des clients de luxe. Et donc, je suis en train de créer une plateforme qui s'appelle Exclusivitae, qui parle de tout ce qui est produits de luxe, le marché du luxe, etc., etc. Ok. Et d'ailleurs, c'est quoi j'ai oublié d'en parler, mais ta perspective sur l'IA, sur l'usage de l'IA, tout ça. Comment tu le vois dans ton domaine? Parce que c'est un gros sujet et ça m'est venu quand t'en parles là. Toi, comment tu vois les choses? Ouais, l'IA est important. Hein? L'IA est important. On l'utilise. On utilise l'IA non pas pour écrire des trucs, sinon pour que l'IA nous corrige, par exemple. Oui. J'utilise ChatGPT pour me corriger. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la relation avec la France. Ma première langue en ce moment, c'est l'espagnol. Et ensuite, c'est l'allemand. Tu vois, Oui. Le français est passé en troisième position. C'est vrai que en plus, c'est une langue compliquée. Donc, quand tu perds un peu pour écrire et tout, c'est. Exactement. Et avec le clavier espagnol qui est ici, Oui. l'autre clavier allemand qui est là. Donc, finalement, j'ai pas de clavier français. J'ai un clavier français, oui, juste derrière moi d'un ordinateur que je n'utilise presque pas. Je l'utilise presque comme backup. Oui. Donc, finalement, et puis il y a les expressions françaises. Imagine, ça c'est très intéressant. Une petite anecdote. J'ai laissé la Martinique avant Internet, en Oui. 97. Et la première fois que j'ai entendu le mot télécharger, j'ai adoré. C'était en 2008. Parce que ma nièce est venue me voir. Elle m'a dit, donc, comment je fais pour télécharger? Et j'ai adoré le mot, parce que le mot, il veut tout dire. Hein, télécharger, l'étymologie, elle est claire, tu vois. Et j'ai adoré parce que c'était la première fois que j'entendais ce mot. Parce que j'utilisais descargar en espagnol, herunterladen en allemand, download, mais télécharger, je n'avais jamais entendu. Oui. Donc, finalement, mon problème avec le français, c'est ça. J'essaie de ne pas faire d'erreurs, de fautes d'orthographe et c'est super difficile. Mais petit à petit, comme je reprends la relation avec la France, grâce à toi, grâce à Trade, etc. Donc, finalement, je dois utiliser l'IA pour m'aider à structurer les phrases, à enlever l'accent des autres langues dans tout ce que j'écris, etc., etc. Donc, ça, c'est au niveau de ChatGPT. L'IA, c'est vraiment très important. D'ailleurs, j'étais à un symposium il y a à peu près une semaine avec une entreprise qui s'appelle Snowflakes, qui fait de l'IA. Et justement, ils m'ont invité et j'ai compris l'importance de l'IA. L'IA, tous les workshops qu'on a eus étaient incroyables. Et c'est clair qu'on ne peut pas ignorer l'IA et on doit l'adopter le plus tôt possible. Et on doit accepter que c'est comme, tu sais, comme l'époque d'Internet. Tu peux dire, ah non, l'Internet, moi, je ne veux pas. Mais finalement, tu es obligé. Oui. Et toi qui est resté en Europe et qui en a marre parfois aussi tu utilises le mot des américaneries, pour un point positif parce que tu es quand même en Espagne, tu es en Europe, mais tu as peut-être pas tout. Enfin, je sais pas si tu as les échos de la France, surtout en ce moment. Oui, oui. Voilà, c'est un vrai feuilleton Netflix. Mais c'est quoi pour toi peut-être les avantages qu'on aurait pour même que ceux qui nous écoutent, qui sont majoritairement en Europe, pour toi les avantages qu'on a là pour finir Alors oui, justement, j'étais aux États-Unis avant de venir en Espagne. Hein. Je suis resté 6 mois. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré ma femme actuelle. Oui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé aussi en Espagne. Alors ça, c'est pour l'anecdote. Elle était en exchange student dans la même famille que moi. Et moi, j'étais une espèce de escorte, pas l'escorte comme on pense, mais plutôt un guide pour des étudiants français. Okay. Qui étaient aux États-Unis. Donc, j'ai connu 6 mois des États-Unis. Ce que j'ai vu, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé vraiment la culture. Cette idée de clustering, cette idée de mettre les gens dans des cases raciales, etc., etc., je n'ai pas vraiment compris. Et ça a un sens, on est d'accord. Oui. Mais en même temps, ça ne correspond pas à l'idée qu'on a, nous, d'une société homogène. Tu vois? C'est une société, on va dire, un puzzle de société. C'est pas vraiment un melting pot parce qu'il n'y a pas de melt.
Oui. justement. Donc, qu'est-ce que je vois là en ce moment? Je vais te dire franchement, on n'est pas aussi mal que ça. On est mal parce qu'on pense qu'on est vraiment mal. Mais justement, c'est une question en fait d'opportunité et de chance, hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses à faire en, en Europe et en France. Et la question est, veut-on être les acteurs de ce qu'il y a à faire ou veut-on attendre que les gens le fassent? Ça, c'est ma grande question. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. Au niveau du marketing politique, j'ai eu une trainee à l'Institut des pratiques empresariales. Donc une élève. Ouais. Ouais, c'est une espèce de stagiaire. Stagiaire, voilà. Bon, c'est pour traduire parce que tout le monde ne parle pas anglais dans le. Ah, d'accord. Une stagiaire. Donc, c'est pas autre chose, vous n'avez pas mal compris le mot. Non, train, c'est tout train, c'est formé ou entraîné, donc ça peut être stagiaire ou élève, en tout cas, c'est stagiaire. Okay. Exactement. Donc, je suis allé donner une conférence à l'université et cette fille s'est présentée et m'a dit, je veux travailler avec toi. Et je l'ai mis sous mes bras à l'Instituto de Práctica Empresarial jusqu'à ce que je parte. Et ils l'ont gardée et au bout de 2 ans, elle a commencé à travailler avec un maire, une mairie, et elle a commencé à faire du marketing politique. Et elle est une des autorités en marketing politique en ce moment dans le sud de l'Espagne. Donc, finalement, il y a ceux qui critiquent la politique. Elle a dit, moi, je ne vais pas critiquer. Moi, je vais essayer de communiquer. Je vais essayer de voir s'il y a des opportunités là. Ça, c'est un exemple. Les autres, c'est notre relation avec la banque, avec la finance, avec les entreprises. Il y a des entreprises qui souffrent. Il y a le marketing digital qui est justement la réponse à la souffrance des gens qui ont besoin de quelque chose, tu vois, pour essayer de se développer. Pourquoi justement ne pas fédérer? Pourquoi ne pas travailler sur justement offrir de la valeur ajoutée à ce business? Premièrement, en changeant le nom, je ne sais pas, on devrait le changer de toute façon, mais en essayant d'apporter quelque chose à tous ces micro-entrepreneurs qui gagnent 600 € par mois. Donc, et surtout, il faut arrêter avec le manque de solidarité. Le manque de solidarité qui fait que un community manager, un web designer et un graphic designer, etc., ne soient pas capables de dire, on va travailler ensemble, on met tout ensemble et on crée une entreprise qui va apporter de la valeur parce que ça va nous attirer 4 fois plus de clients. Et c'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre justement à commencer à travailler ensemble, essayer d'arrêter d'être tout seul à se battre. Et cette solidarité, elle doit être au niveau des petits entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Pourquoi? Parce que ça va permettre de d'épurer, de nettoyer l'écosystème entrepreneurial. Pourquoi? Parce que on va créer des structures. Il y a trop de non-structures en ce moment. Oui, et puis ce que tu dis, ça résonne parce que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression que les gens qui font vraiment de la valeur et qui font de la qualité sont très isolés, alors que ceux qui détruisent le marché, ils sont ultra pour le coup soudés parce qu'on est ensemble. Et justement, si ça se structurait en ça, on est moins à se battre et on est plus à élever le niveau parce qu'on ne peut élever le niveau que si le groupe est ensemble. Exactement. Donc, il faut fédérer, il faut créer des gremios, ça s'appelle des gremiums. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est des espèces de, comme par exemple des collèges, comme par exemple qu'est-ce qui se passe avec les avocats? Il y a le barreau des avocats, par exemple. Oui. Donc, il faut créer des... Ah oui, c'est comme quelque chose qui permet de pouvoir pas réglementer, mais d'avoir une certification de chef. Exactement. Et il y a des gens qui peuvent faire ça. Comme chez les médecins, comme chez les avocats, tout ça. Exactement. D'ailleurs, je l'ai fait avec les agences immobilières en 2002. J'ai créé un réseau d'agences immobilières parce que le premier MLS, Multi-Listing System, s'appelait Realty Link. Je l'ai créé moi dans le sud de l'Espagne et j'avais 50 agences immobilières qui travaillaient selon certaines règles, tu vois, et qui partageaient leurs objets, leurs clients, etc. Donc, si j'étais capable de le faire, un Martiniquais, en Andalousie,
soyons sérieux. Un Français en France, il peut le faire. Donc, il faut qu'on commence à avoir il faut qu'on commence à perdre on va dire, ce syndrome de l'imposteur. On vaut mieux que l'univers politique qu'on est en train de vivre. Ouais, donc, il faut être au-dessus de ce qui, justement, nous affecte. Ah ouais, j'aime cette expression. On vaut mieux que l'univers politique dans lequel on est. Et c'est peut-être là le début du changement. Si on décide qu'on doit changer la donne nous-mêmes. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que ça contrebalance ce truc de on a les politiques qu'on mérite. Moi, je dis que non. Exact. Et tu dis, on vaut mieux que l'univers politique qu'on a, parce que justement, c'est des valeurs et des choses que nous, on n'a pas, et qu'on permet, parfois on autorise, alors que voilà, c'est pas normal. Et qu'en fait, si on vaut mieux, c'est à nous de prendre. Ça fait la boucle, hein, tu as dit que finalement, c'était une histoire de responsabilité, de prendre des responsabilités pour se regrouper et faire les choses avancer. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci, parce que ça fait une belle clôture, des belles paroles d'optimisme. Pas l'optimisme, BA, on va dire, voilà, c'est faut voir les choses en rose. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on a le pouvoir, et c'est nous qui choisissons le futur. Exactement, exactement. Et c'est nous qui choisissons le futur de tous, pas seulement le nôtre. Hein. On n'a aucune raison de penser seulement à nous. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je mettrai les liens pour te retrouver sur les différents réseaux dont tu as parlé, pour ceux qui parlent différentes langues. En tout cas, sur Threads, tu parles français, pour ceux qui nous suivent. Et puis, merci pour la richesse. Je sais qu'en plus, tu as quelqu'un qui pourra apporter tellement de choses. Mais justement, pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos retours sur mes réseaux. Et comme ça, s'il y a des questions et des choses, vous pourrez les poser à Jean-Marc, notamment sur Threads. Et puis, il échangera avec plaisir pour peut-être approfondir ou éclairer sur des sujets qu'on a abordés. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai adoré ce moment. Justement, je te le devais depuis 6 mois. Oui. On dit toujours que c'est le bon timing. Tu parlais de chance. Là, la chance, c'était le bon moment. La chance est de mon côté, plus que du tien. Merci à toi, et puis je te dis à très vite. À très bien. Ciao. On arrive au bout de l'épisode, j'espère que vous avez aimé cet échange, voilà, ça s'est fait dans le flow comme d'habitude, et si vous avez justement des questions et envie de retrouver Jean-Marc, je vous mets tous les liens dans les notes et descriptifs du podcast. Encore merci à vous, et justement pour cette fin d'année, je vais accueillir encore les dernières personnes de cette saison dans le flow. Année, on a eu pas mal d'invités, et vous avez vu des profils très variés, des sujets très variés, et puis justement, comme je l'ai dit au début du podcast, pour encourager justement ces épisodes, pour que j'ai encore plus envie de trouver des personnes avec des profils et des parcours atypiques, ou en tout cas très riches, avec une vraie expérience, n'hésitez pas à le partager, à en parler, à laisser justement les petites étoiles, ça m'encourage, ça m'aide, et justement, déjà je prépare la prochaine saison avec de nouveaux invités, on va pouvoir développer ça et continuer les épisodes, donc je serai très heureux d'avoir vos retours sur les différents réseaux sociaux, et puis sur la plateforme on va dire communautaire, vous avez le lien dans les notes du podcast, vous pouvez échanger si vous voulez laisser vos retours, les personnes qui écoutent le podcast, pour qu'on puisse échanger. Et puis comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver Jean-Marc sur ses réseaux si sa vision des choses et justement ce qu'il partage vous intéresse, et comme ça on pourra continuer d'avancer ensemble. Et comme il a dit, le but c'est de pouvoir fédérer, de pas oublier que oui, nous sommes plusieurs à partager les valeurs qu'en tout cas que moi je défends, et que voilà, vous n'êtes pas seul, et surtout que plus on est ensemble, plus on avance, plus c'est là qu'on va pouvoir créer de belles choses. Je vous souhaite une bonne continuation. Vous pouvez retrouver toutes les ressources dans les notes du podcast, et puis surtout, nous on se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt.